Chose promise, chose due, j'avais parlé de vous faire un spécial sur Legend of Shen Li et donc le voici, le voilou dans le cadre d'un spécial Scientia où je vais vous sortir du tiroir d'autres séries de ce genre fantasy chinoise qui est pour moi un véritable doudou depuis mes mésaventures Star Warsiennes. Allez, je vous emmène non pas à l'ombre d'un cerisier en fleurs pour une fois, mais à l'ombre de flamboyants et ça a de quoi réchauffer plus d'un petit cœur triste et on va analyser plein de choses. Donc effectivement, pour celles ou ceux qui découvrent la chaîne, ça spoil un peu quand même. Bonjour, bienvenue sur Décalé. La série s'est terminée il y a quelques semaines, donc c'est relativement de l'actualité brûlante dans Dramaland, avec une série qui a bien retenu l'attention, d'une part de fans qui le guettaient comme du pain béni, soit plus de 8,87 millions de réservations avant la diffusion de la série en mars, et de l'autre de l'habituelle cohorte de haters et anti-fans qui s'en prennent souvent à l'âge des acteurs ou au doublage, puisqu'en effet Zanilia et Lin Gangxin sont doublés comme dans Princess Agents. D'ailleurs, autant le dire d'entrée de jeu, pour celles et ceux qui ne m'ont pas déjà entendu aborder ce drama dans le cadre de mon spécial Signe-Jeu ou dans le cadre du mois drama d'avril, donc il y a des choses que je ne vais pas repréciser, je le dis tout de suite, la série allait forcément résonner en bien ou en mal pour les fans de Princess Agents, toujours inconsolables, comme moi d'ailleurs, d'une saison 2, qu'il faut définitivement mettre aux oubliettes, j'en ai peur, je le rappelle à cause du pataquès de plagiat du matériau original, aussi parce que les acteurs ont vieilli depuis les 7 ans après la saison 1, donc ce serait probablement un problème de reprendre au point où on en est, et que de toute façon, les deux principaux intéressés ont manifesté leur renoncement à ce projet. Restait donc pour les shippers du couple formé autrefois par Yuan Yue et Xu Xiao à les retrouver dans une version alternative possible, avec cette toute nouvelle histoire qui n'est pas de la même plume polémique et qui ne se passe pas du tout dans le même monde ou sur le même registre. On est ici sur une adaptation d'un roman de 2014 intitulé The Prince is Here, Ben Wang Zai-tse par Chiolgo Fei-xiang, qui est en passe de devenir dans les années 2020 l'équivalent de la Tongroi des années 2010, vu que sont déjà sortis en série des adaptations de The Legends, Blue Whisper, Love You Seven Times, Back from the Brink et évidemment le chouchou absolu Love Between Fairy and Devil. En sachant qu'on attend encore derrière plein de choses, dont Summing, un spin-off de Love Between Fairy and Devil, ou Shadow Love pour ceux que j'ai dans le viseur actuellement. Là où Tongroi nous détruit souvent le cœur avec des histoires épiques où les persos se déchirent dans l'angst et le torture porn et nous laisse souvent en vrac sur des fins tragiques, ce qu'elle fait très bien, cette sadique, Chiolgo Fei-xiang est pour l'instant bien plus rassurante dans un univers de contes de fées qui s'achève normalement sur du happy end. Il n'est pas dit qu'elle nous fera toujours le coup, mais jusqu'à présent, on a pu y aller en confiance. Et donc, pour le coup, j'allais vraiment de confiance sur ce drama, en connaissant l'autrice et en sachant qu'elle avait elle-même assuré le scénario qui risquait d'autant plus de respecter l'intrigue originale, ce qui fut le cas. Bon, hormis que la scène de cul n'est pas aussi développée qu'elle l'était dans le bouquin, mais peut-être que ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Et en me disant que si Zhao Liying s'était lancée sur la production de cette série, elle aurait eu la bonne idée de penser que ça allait servir de compensation pour les orphelins de Princess Agents. Et de fait, bien que ce ne soit pas du tout la même histoire, il y a du poids commun, à commencer par la romance entre une guerrière balèze à l'identité pas forcément très nette et un mec balèze distant et a priori pas intéressé aux choses de l'amour, associé qui plus est à un pouvoir de glace. Et avec un autre perso masculin dans le fond dont tout le clan s'est fait exterminer et qui en pince pour la fille. Alors les parallèles clairement se faisaient tout seuls. Ils existent déjà dans le bouquin, mais je place tout de suite que la prod et le réal n'ont certainement pas boudé le plaisir de certains visuels et de scènes faisant écho à nos loulous de Princess Agents et qui sont quasiment de l'ordre du mime dans le monde du drama. D'un repêchage dans l'eau à des lapins lanternes, même s'il manquera toujours le lancer de brochettes nonchalant, en passant par des touchés de front face à une fin certaine, des costumes qui font écho à ceux de Princess Agents, une pique à cheveux en cadeau, de la lambada bagarre, vous pouvez vous amuser à compter les clins d'œil et donc oui, ça a fait plaisir aux fans. Mais il faut savoir que la série a quand même
déçu certains de ceux qui venaient en effet pour retrouver les sensations fortes de Princess Agents et qui ne s'y sont pas retrouvés parce que c'est du Xuanhuan ou du Xianxia et pas l'ambiance plus wuxia et politique de Princess Agents qui pouvait évoquer Game of Thrones sur le plan de la violence et des retournements d'alliance. Même s'il y a des parallèles, c'est clairement pas les mêmes persos, pas les mêmes dynamiques. Et si c'est ce type de relation ou d'ambiance que l'on recherche, alors forcez que la série ne soit pas satisfaisante. Déjà, pour commencer, ça n'est pas du tout le même ton ou le même registre, comme je l'avais dit. Le premier, c'était espionnage, bagarre et machination. Celui-là, bien qu'on ait l'habituelle intrigue de sauver le monde face à un vilain méchant qui veut tout faire péter, s'ancre davantage dans le conte et le symbolique. Moi, j'étais là pour ça, hein. Je suis toujours là pour ça en général dans les CNCA d'ailleurs. Dans Princess Agents, on avait affaire à des persos très jeunes et par ailleurs très mortels, n'est-ce pas? Ici, on est dans l'univers des dieux et comme les acteurs ont vieilli en plus, bien qu'il y ait de la bastos aussi, il y a forcément plus de maturité dans le jeu et les relations entre personnages. Là aussi, moi je prends. Et puis c'est drôle, c'est pas qu'il y avait pas quelques moments amusants dans Princess Agents, merci d'ailleurs à Dong Loon que je désespère de voir sortir de la blacklist depuis ses problèmes d'évasion fiscale, mais le truc de cette série, qui est une grande réussite des histoires de l'autrice comme on avait pu voir avec Love Between Fairy and Devil, est qu'elle met beaucoup d'humour à ses persos et ses histoires. Et j'ai beaucoup ri dans ce drama, aussi bien dans les situations, les dialogues, les expressions des acteurs, et là, c'est sûr que pour les purs et durs de Princess Agents, ça peut être une pilule qui ne passe pas. Comment veux-tu expliquer à quelqu'un qui est venu pour des relations masochistes qu'il va s'asseoir face à un type qui tombe au marché sur un poulet pas en forme et le ramène chez lui en le traitant comme un invité de marque et qu'à partir de là, sur le postulat forcément barré qui implique un acteur qui se balade dans des décors, un accessoire bleu sous le bras ayant vaguement une forme de gallinacé, toi tu vas être in love et tu vas redemander du mec avec sa poule. Le seul équivalent de mémoire, ce serait Pedro Pascal et son coussin sous le bras, mais perso, je préfère la poule au ventre sur pattes de l'espace. Avant le pitch, quelques détails de production. On est sur 39 épisodes de 45 minutes avec Dong Ke à la réal, qui fait d'ailleurs une apparition en vendeur de poules au premier épisode. Alors moi j'achète sans hésitation la camelote de ce réalisateur après son travail sur ce drama, dont j'avais pu voir My Heroic Husband, sympa sans plus, et le très réussi par contre Miss S avec Wen Gogao qui était un remake des enquêtes de Miss Fisher dans le cadre du Shanghai des années 20, ambiance glamour assurée. Je vais le guetter, c'est clair, sur Guardians of the Da Fang, parce qu'en plus il y a Wang Redi dedans, The Prisoner of Beauty et Shadow Love qui est une adaptation d'un autre roman de l'autrice de Shen Li. Les costumes sont du même designer que ceux de Lost You Forever, The Wolf, The Untamed, Rui's Royal Love ou Legend of Zhenhuan, donc on a clairement de la qualité. La bande originale du compositeur Yang Bingying qui avait bossé sur Yanxi Palace est bougrement efficace dès le générique avec de nombreux thèmes ethniques percutants et originaux. J'en profite pour dire que merci beaucoup à l'abandon des génériques qui te spoilent toute l'histoire avec tous les visuels quasiment jusqu'à la fin. On en voit de moins en moins et c'est très appréciable. Beaucoup de soin a été apporté visiblement à la campagne marketing avec de beaux visuels, des chansons qui sont très belles, en particulier pour moi les thèmes du perso masculin, avec pour les décors un mélange de studio et de décors en situation réelle pour la maison de Xingyun près de la rivière. Même si la CGI est parfois aussi what the fuck qu'elle peut l'être dans les dramas chinois, on mesure quand même les progrès réalisés depuis disons 10 Miles of Peach Blossoms et je tiens à dire que je n'irai jamais critiquer une CGI aussi farfelue soit-elle qui a créé le magnifique phénix avec ses adorables plumettes en forme de cœur. Cette animation a tellement de personnalité et ça fonctionne bougrement bien grâce au jeu de Ling Gangxin et le travail de voix de la doubleuse de Zanilia, car oui, je l'avais dit, malheureusement elle est doublée comme Ling Gangxin, mais je ne suis jamais vraiment contre entendre la délicieuse voix de Bian Tiang, même si je crie au sacrilège quand on lui fait doubler la voix rocailleuse de Luo Din dans Wei Yang. Je rappelle par contre qu'il était aussi la voix de Ye Hua, de Léo Luo dans Winner is Love, et oui, de Yuan Yue dans Princess Agents. Au moins c'est resté cohérent entre les deux séries. Alors le pitch, c'est ton Xianxia de base, a priori, une générale guerrière du royaume des immortels, pour pas dire les démons, refuse le mariage arrangé avec le petit-fils de l'empereur des Célestes et dans la bagarre avec ses aides qui essaient de la raisonner, se fait blesser et échoue piteusement et pas en forme sous sa forme originelle de phénix au royaume des mortels où elle est prise pour un poulet de batterie bas de gamme. Mais passe par là un mortel vaguement ermite et contemplatif qui la prend sous son aile si je puis dire, l'adopte et la retape alors qu'elle essaie de se barrer et est fort contrariée d'être tombée si bas. Le peu de temps qu'ils passent ensemble, elle tombe raide dingue de lui sans qu'il réponde vraiment à ses
ses avances, tout en sachant tous deux que leur histoire ne mène nulle part puisqu'elle est fiancée et qu'il a une date d'expiration. Et après cette phase qui est pour elle une parenthèse enchantée, volée à ses obligations et sa vie de guerrière badass, elle retourne au ciel après l'avoir retapé par un bisou. Normalement, fin de l'affaire puisque le mec a le temps de mourir pendant qu'elle est au Newf pour désobéissance, mais comme sinon on n'aurait pas d'histoire, tada, Pépère se trouve être le grand Manitou, ancien dieu vénéré du royaume céleste, qui, ô ironie, avait arrangé le mariage de la donzelle avec le fiancé nulos dont elle veut pas, et donc forcément leurs chemins se recroisent et c'est pas du tout la même cantine. Le reste fait son chemin très logiquement, en suivant un parcours d'héroïne au poil comme on les aime, avec une intrigue qui, bien qu'elle aurait pu évoquer Ashes of Love dans sa chute initiale de Volatile, tient davantage de 10 Miles of Peach Blossoms dans son antagoniste principal et sa résolution. Mais pas que. The Legend of Shenley, c'est un joyeux mélange, je précise pas forcément volontaire et surtout parfaitement cohérent, entre Ashes of Love, 10 Miles, Princess Agents et le 5e élément, tout en recyclant évidemment ton fond taoïste et bouddhiste habituel, et ça fait le tout, je dois dire, avec paradoxalement une certaine fraîcheur et une certaine maturité. C'est plein de malice, mais c'est pas la malice de nos minots habituels. C'est surtout beaucoup de tendresse et de complicité et une intrigue en fait assez resserrée, voire minimaliste, autour des deux persos principaux qui font le drama, c'est évident, ce que personnellement je préfère, parce que toutes les histoires de couple 1, couple 2, couple 3 et je sais pas quoi, je m'en tape souvent allègrement le coquillard. Ça passe dans le cadre des triangles ou des carrés amoureux, comme dans Lost You Forever, ça passe moins quand ça rajoute des intrigues à rallonge. Même si on va en effet parfois passer du temps avec les autres membres du cast, comme la famille dysfonctionnelle des Célestes formée de papy fripon, petit-fils feignasse et petite-fille casse-couille, ou avec la famille dysfonctionnelle des vilains méchants. D'ailleurs, je note que c'est ma principale critique sur ce drama, en dehors peut-être d'un abus de voix off pour transcrire les pensées de l'héroïne, parce que ça passe sur le papier quand tu fais du point de vue intérieur, mais il n'en faut pas autant à l'écran. L'antagoniste est aussi balèque, il faut le dire, que dans 10 Miles of Peach Blossoms, mais j'y reviendrai, alors qu'on aurait pu carrément partir sur un villainous crush des familles qui aurait eu autrement plus de gueule, car on a un perso qui constitue une opportunité pour moi ratée. Mo Fang, joué par l'acteur Sin Yu-lai, que je n'ai jamais oublié depuis justement son rôle de villainous crush dans Dreaming Back to the Qing Dynasty. On a un gamin dont tout le clan très méchant avec plan machiavélique se fait massacrer par ce qui sera notre perso masculin et qui sera brainwashé par un mignon de son papa qui l'allaite littéralement au poison et à la vengeance et qui, alors qu'il est en infiltration chez l'ennemi dans le clan de l'héroïne, tombe amoureux d'elle et devient un toutou loyal qui, s'il concède à sa nounou ses projets de vengeance, veut pas qu'on blesse l'objet de son affection, ce qui va créer du conflit avec nounou. Du coup, il traîne la papate piteusement et on a pitié et mal pour lui tout du long, vu que dans le fond, c'est un bon gars qui a pas choisi sa famille de bolos et qu'en plus, il se fait posséder par l'esprit maléfique de la nounou qui va le forcer à faire des choses pas jolies. Scandale pour moi que cette aliénation de ce perso qui aurait pu envoyer du pâté s'il avait eu justement plus de libre arbitre dans l'affaire, avec un conflit d'autant plus marqué s'il était responsable de ses projets de vengeance, mais en même temps voulait absolument pécho la nana. Un villainous crush royal quoi. Mais non, c'est juste une pauvre marionnette démantibulée presque tout du long avec des yeux de merlan frit et vraiment on le plaint alors qu'on aurait pu avoir un angst rageux et de la tension sexuelle. Je dis ça mais je dis rien. Donc, pour les parallèles avec les autres Scientia suscités, ça partirait avec du Ashes of Love en mode inversion de genre, dans la mesure où l'ouverture se fait sur un phénix femelle en mauvais état, récupéré par a priori la personne la plus inattendue pour s'en occuper, avec dans les deux cas le cœur du phénix qui s'emballe pour la personne venue à son secours, et qui dans les deux cas est associé au raisin, c'est quand même assez marrant en fait. Autre marqueur, le flamboyant, qui était le lieu des ébats de Dinmi et Sufang, on le rappelle, et qui incarnait le destin de leur amour, est, heureux hasard, le cœur de la cour du jardin de Sinyun sur Terre, mais aussi de sa casa chez les Célestes. Bien sûr, le fait que cet arbre soit aussi appelé arbre de phénix n'y est pas pour rien, mais je souligne quand même ce parallèle. Cet arbre, fort symbole bouddhiste, est censé représenter l'amour pur et le fait d'être ensemble, car le Wu du nom Wutong a le même son que Wu de ensemble. Normalement, planter cet arbre est censé attirer le phénix à se poser sur ses branches, ce qui veut donc dire que depuis tout ce
ce temps, sans le savoir, Xingzhe, le perso masculin, attendait bien Shenli, l'héroïne, puisqu'il a planté à la fois dans sa demeure des Célestes et dans sa demeure mortelle l'arbre qui devait la faire venir à lui. Ce qui arrive aussi bien dans sa maison, où elle est littéralement perchée dans l'arbre, que dans sa maison chez les Célestes, où elle va venir habiter chez lui. Et ce qui fait de leur histoire quasiment quelque chose de prédestiné, d'écrit, et que c'était le seul élément qui était nécessaire pour lui pour que sa maison soit un foyer. Il n'était pas simplement seul parce que tous ses copains anciens dieux avaient déserté le ciel, mais aussi parce qu'il attendait son phénix, pauvre petit loulou. Autre point que je placerai plus tard, mais cet arbre est connoté yin, dans la mesure où il est associé à l'impératrice. Les parallèles avec Ashes of Love vont s'arrêter là, du moins jusqu'à la fin, mais j'y reviendrai. Par contre, c'est là que 10 Miles prend le relais. Dans ma vidéo sur Xingzhe, je précisais que le perso masculin était pour moi une synthèse parfaite de Bai Tian et de Yeroi. Je persiste et signe, et je remets au passage les éléments qui font penser à 10 Miles. Mortel isolé au milieu de nulle part qui récupère un animal magique dont il s'occupe et qui va tomber amoureux de la personne qui l'a recueilli, check. Antagoniste caricatural très méchant qui passe quasiment toute la série dans un piège fabriqué par le perso masculin ou jumeau du perso masculin, check. Fils du méchant qui passe la série à se lamenter sur le fait qu'il a raté sa chance avec l'héroïne, check. Perso masculin qui meurt et la nana veut pas rendre le corps au céleste, check. Remise à neuf magique du perso masculin censé être mort qui fait sa réapparition au milieu d'un champ de fleurs le jour où l'héroïne n'était pas à côté de la tombe et qui du coup doit le chercher partout comme une petite faux-folle, check. Mais pourtant, repirouette chez Ashes of Love après cette résolution, dans la mesure où Yeroi et Bai Tian conservent leur rang et obligations chez les Célestes, alors que Tinmi et Sulfang font le choix de vivre tranquillou bilou chez les mortels, où ils vont faire des bébés, ce qui sera in fine également le choix de nos persos qui vont opter pour une retraite dorée, ce qui pour moi est la fin la plus raisonnable que peuvent faire des persos de Scientia, mais passons. Alors je vous parlais du 5e élément, et non, c'est pas parce que Shenli obtient une carte multipass pour aller d'un royaume à l'autre, quoique. Dans une ambiance très jeu vidéo, ce qui était aussi le cas du film de Besson, notre perso masculin a en effet fabriqué un piège à démons, vu que pour faire un piège à gonzesse, il a juste à se pointer, qui repose sur une combinaison d'éléments, et il y en a de base 5 en Chine. Bois, eau, terre, métal et feu, mais j'ai envie de dire que comme dans le Besson, un autre va se greffer à l'affaire pour sauver les miches de tout le monde, et oui, ce sera bien le fameux célèbre pouvoir de l'amour, enfin, dans le cadre du film, à une époque où c'était pas considéré comme has-been, réac et caca. C'est dire si on a dévolué quand même depuis ce temps-là. Car si le méchant caricatural se fait botter le cul, ce qui permet de défaire définitivement le mal et de permettre le happy end possible des héros, ce sera différentes formes d'amour. De l'amour altruiste de Shenli et Xingzhe prêts à se sacrifier pour le bien commun, de l'amour romantique pour le couple qui refuse de se séparer même face à la mort, de l'amour familial du père qui décide finalement de protéger l'enfant qu'il n'a jamais connu au nom de l'amour qu'il vouait à sa chérie, et l'amour des amis de Xingzhe qui donnent leur dernière étincelle de pouvoir divin pour lui permettre d'avoir la vie auquel eux n'ont pas eu droit. Comment ne pas valider ce genre de message hyper positif, et d'autant plus à l'aune de tous ces films et séries de fiction occidentale, désolé d'insister mais j'ai pas fini, qui ne nous promeuvent plus que la solitude des persos forts et indépendants, sans affect, et j'ai envie de dire du coup un peu sans âme quand même. Parce que là c'est sûr que de l'âme on en aura. La grande force de ce drama, presque sans drame on a envie de dire, à part la corvée habituelle de sauver le monde des méchants, tout ça, c'est qu'il prend le temps de développer la relation entre les persos. Bien qu'il y ait une forme de coup de foudre, parce que les persos ne sont pas des perdreaux de l'année, ils vont prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'établir de vraies relations, des vraies habitudes de couple, des échanges de regards signifiants et significatifs, des conversations à la fois profondes et banales, en tout cas sur un ton posé et tranquille, à des lieux, mais que ça fait du bien, des gesticulations et des hurlements habituels de nos comédies et même de certains Scientia. Comme je l'ai dit, ça n'empêche pas de l'humour, et même de l'humour scato, et même de l'humour à la limite du blackface. En espadrille, on a l'air d'un con. Quand Xingzhe abuse de l'auto-brosant, tel Rose dans sa cabine, ça m'a trop fait penser à ça, au moment où il cherche à se faire passer pour un humble pêcheur standard. Mais ça se fait sans hystérie, ça prend son temps sans être ennuyeux, faisant écho en quelque sorte au rêve de vie simple, banal et tranquille au bord du fleuve des deux persos, en s'appuyant indéniablement sur l'alchimie entre les deux acteurs, mais aussi sur la complicité et la tendresse entre deux personnes qui ont déjà travaillé ensemble, se connaissent bien et ont visiblement l'air de se respecter et s'estimer.
assumé. Et ça crève l'écran. D'autant qu'en effet, les frustrés de Princess Agents dont je suis ont enfin l'occasion de voir plus d'interactions physiques entre les persos incarnés par les acteurs, et même si le premier et le deuxième bisou pouvaient laisser craindre un bis repetita de balai dans le cul, je dois dire qu'on a été plaisamment surpris par le développement de la scène d'amour et par les échanges dans le dernier épisode qui, d'une certaine manière, est comme un épisode bonus spécial après l'intrigue principale qui est clairement que du fun et que du bonheur. Car oui, qu'on se le dise, on pouvait s'inquiéter, vu la légendaire rigidité et la timidité de ces deux acteurs, de les voir figurer dans une histoire qui normalement y va à la truelle dans la tension sexuelle et le sous-texte reproduction. Parce qu'on en a une pelle en symbolique dans les visuels de fertilité et sexualité. Entre les carpe-koi joués par des enfants qui esquissent, ça dépend du cas, des rêves ou des cauchemars de famille pour les persos, le raisin qui incarne aussi la famille nombreuse, le lapin, bon ça c'est un classique, même s'il est aussi associé avec les festivals lunaires, culminant sur attention les yeux, l'hallucinant passage chez Madame Dean, et la fin où tu as un visuel œuf et spermatozoïde en fait dans le combat final assez marrant. Déjà on sait que Sing-je fera un papa formidable parce qu'outre ses talents de cuisinier, il assure à baby-proofer une maison et jouer les nounous. Pas d'inquiétude, papa changera les couches et épaulera maman qui risque d'être une baitienne bis sur le plan de l'instinct maternel. Mais arrêtons-nous sur la séquence Madame Dean car elle vaut son pesant de cacahuètes. Nos persos doivent aller chez une dame serpent afin de finir la convalescence de Bichette, pas très en point depuis son nirvana raté, et déjà rafistolé comme il pouvait par les bons soins du docteur Mamour Sing-je. Bienvenue au bordel, dans une ambiance décidément lupanard, mais surtout dans une descente vers la grotte qui est tout un programme. Un couple chez un serpent, bon, dans notre fiction occidentale, on sait à peu près à quoi ça nous fait penser, et on pourrait dire en effet que la rusée Madame Dean est bien en mode tentatrice, mais bon, on n'est pas dans la Bible, on n'est pas du côté occidental, et comme on est dans le côté oriental, on sera plutôt dans la stimulation, pour certes libérer les pouvoirs de l'héroïne, mais aussi permettre aux deux persos d'enfin se lâcher sur la passion qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, l'un n'allant pas sans l'autre. Et là, c'est vraiment une débauche de symbolisme où aucun effort n'aura été épargné et où tu bois du petit lait tout du long. En gros, si l'héroïne, mais c'est valable pour n'importe qui note bien, veut atteindre ses pleins pouvoirs, il faut ouvrir et équilibrer tous ses chakras. Le code couleur des lanternes dès l'arrivée chez Madame Dean rappelle clairement l'énergie cosmique représentée comme deux serpents s'enroulant autour de la colonne vertébrale et remontant vers deux ailes au sommet avec à chaque point une couleur qui va du rouge au violet et qui correspond à différents points du corps et différentes énergies. La mort de Shen-Li dans son nirvana raté implique une reconstruction un par un de tous ses sens et de tous ses organes, et donc vous vous doutez bien que plein pouvoir et plein fonctionnement il n'y aura pas tant que toutes les cases n'auront pas été cochées, et ça implique aussi l'énergie sexuelle. Merci beaucoup. Alors outre le fait qu'on est dans une ambiance bordel, je l'ai dit, que la démone ne parle que de cul et passe son temps à teaser et provoquer les persos, on a des scènes hallucinantes de quasi girl love où le serpent est en train de chauffer la nana en vue de la grosse consommation finale avec le mec, et dans le même temps un perso masculin au bout de sa life qui entend tout ce qui se passe, à s'occuper de petites fleurs et se caresser une lance qui a besoin d'être réparée. Et ça se termine en dernière séance par une plongée dans le puits des désirs où les persos se font tenter encore une fois par la voix du serpent pour consommer enfin l'affaire, petite voix qui fait écho à la nôtre en mode vas-y faites du slip, tandis qu'on a la flotte en agitation un peu partout et ça clapote à tout va, et comment vous dire qu'on sort facilement le cracker et le champagne dans le même esprit, tiens j'y reviens, que les éclosions de fleurs et les explosions de phénix dans le ciel d'Ashes of Love. On dirait presque vive la censure, tant ça promeut de l'imagerie joyeuse. Et n'empêche que c'est une illustration hyper fidèle finalement de l'éveil de la Kundalini, puisque serpent roulé on a eu, que des ailes de phénix on aura, et que du cul aussi on a, et que toutes les couleurs y sont passées pour permettre à nos persos d'atteindre finalement un peu tous les deux leur plein potentiel de dieu et déesse en passant par l'orgasme. Bravo, 10 sur 10. Même si on aurait voulu pour eux la même fougue que dans des baisers à bouche que veux-tu à la Cunning Palace ou même 10 Miles, et même si malheureusement une fois l'affaire réglée, c'est back to business pour la Miss qu'on aurait souhaité un chouïa plus romantique. Et pourquoi tous ces symboles de fertilité, me direz-vous? Logique, puisqu'on est sur une énième, mais c'est gage de qualité pour moi quand c'est bien fait, et c'est le cas ici, variation yin-yang, tellement assumée qu'elle nous est clairement balancée en pleine poire pas subtilement à l'épisode 3, par un Sing-Yun qui lance à la belle le pitch de toute l'histoire en fait. Je suis yin, tu es yang, on est fait pour vivre en harmonie. C'est l'harmonie en effet pas chiante d'un couple qui se chamaille assez pour pimenter l'existence sans aucune toxicité, mais qui se respecte, c'est
s'estime et vit en bonne intelligence en prenant en compte les besoins et les désirs de l'autre, qui se complètent quoi. Avec une femme phénix jeune représentant le feu, le métal, une guerrière dans l'action et pas dans la dentelle, pas très féminine, portant un titre et un nom d'homme avec un entourage et une famille, et qui avec sa vitalité guerrière serait plutôt du côté de la mort, de la destruction, du chaos, même si elle fait ça pour protéger les autres en fait. Et c'est un vrai yang parce qu'elle combine déjà en elle-même une bonne dose de nuance yin. Le fait qu'elle soit femme, vêtue de couleurs sombres, plutôt de mauvais caractère, auquel on peut ajouter son origine de démon. Et donc face à elle, le yin, un homme ancien, sans famille ni entourage, associé à l'eau, la glace et la lune, gardien de la création et du maintien de l'harmonie entre les éléments et les royaumes, portant chez les mortels un nom de femme et étant d'apparence faible et souffreteuse, plutôt passif, aimant la tranquillité et le repos, la musique, cultivant la nature, faisant la cuisine, attaché à la beauté et à l'harmonie, un type qui nourrit, répare et soigne. Et donc un vrai yin qui combine sa pointe de yang, auquel il ne manque quasiment que d'être un dragon, en étant un homme habillé de blanc, de tempérament déconneur et solaire en fait, solitaire par nécessité plutôt que par choix, et à l'énergie la plus pure des célestes. Et du coup, les costumes vont jouer tout du long sur cette association en nous les montrant le plus souvent comme coordonnés dans les mêmes teintes ou déteignant l'un sur l'autre dans ce qui concerne le noir et blanc yin-yang. Soit Sin-Yun déteint au début sur Shen-Li en la faisant porter des couleurs claires que normalement elle ne porte pas, puis quand il se retrouve chez les célestes, Xingzhe commence progressivement à porter du noir alors qu'il est abonné au blanc, et donc la dernière scène, après cet épisode où on les a vus emprunter l'identité sexuelle de l'autre à plusieurs reprises, où on les voit en yin-yang parfait, elle en blanc, lui en noir, lors de la scène où Xingzhe la demande en mariage et où Shen-Li lui apprend qu'elle porte leur enfant. Signé Furax, dirait ma copine Aurélie. Et puis il faut parler du parcours de l'héroïne. Alors c'est vrai que souvent on part direct sur Maureen Murdock, qui a été la première à proposer une version faisant pendant au héros campbellien, mais il y a eu plusieurs autres affinages depuis que je trouve plus nuancés, même si évidemment ça recoupe Murdock, et qui sont les versions par exemple de Gail Carriger ou celle de Victoria Schmidt, et qu'on retrouve sans problème dans le parcours du perso de Shen-Li, soit pour Carriger une aventure en 3 mouvements, la descente matérialisée par la chute du perso chez les mortels, la perte temporaire de ses pouvoirs, son isolation loin de son Shifu et de ses camarades contre lesquels elle est en rébellion, puis la quête et la visite littérale du monde souterrain avec le nirvana raté, la perte de tous les sens et le passage par la grotte, avec au passage de nouveaux compagnons et alliés, et enfin l'ascension, l'amplification des pouvoirs, l'élimination des ennemis, la vérité sur sa famille et sa réunification avec son amoureux. Si on s'intéresse à la version plus détaillée de Schmidt, c'est bingo également, avec une déception sur la relation à la mère adoptive, les limites de la liberté, son renvoi à un statut de fille à marier alors qu'elle se croyait au-dessus de ça et un des garçons, voire même le meilleur d'entre eux, la descente avec son passage chez les mortels où elle apprend à perdre le contrôle et se retrouve confrontée à des désirs romantiques et érotiques qui sont vécus comme interdits, puis la mort et le désespoir après une brève période où elle pensait reprendre le contrôle de sa vie, le soutien de Xingzhe et l'acceptation cette fois de sa féminité et de la romance comme quelque chose de positif, sa renaissance après la grotte où elle est à la fois douée de nouveaux pouvoirs mais sait faire preuve d'empathie et de compassion, et enfin l'accès à un nouveau monde idéal comme récompense de son parcours où elle a su grandir spirituellement, physiquement et psychologiquement. Mais ça marche très bien aussi avec du Maureen Murdock, ne serait-ce qu'en vous présentant ici quelques étapes en images, ça colle au poil, comme la grotte de la déesse, notez bien, mais également le moment où, gardée à l'abri par Xingzhe, elle en apprend plus sur les origines de sa naissance et se réconcilie avec l'image maternelle et paternelle, et puis joie et bonheur, intégration du masculin et du féminin, s'est plié sans souci dans le yin-yang des persos, et dans le fait que, sans renoncer à sa personnalité et ses devoirs, l'héroïne a appris à accepter l'amour et sa féminité, ce que, j'insiste, et rien à faire si je suis lourdingue, on n'a quasiment plus jamais dans nos prototypes de persos féminins fort indépendants d'aujourd'hui, parce que soi-disant ça enlève à leur parcours. Eh ben non en fait, et d'ailleurs quel parcours, parce que le plus souvent elles sont déjà costauds et font la gueule au début, et elles restent costauds et font la gueule à la fin. C'est ce que j'appelle faire un tour de manège, et ça explique pourquoi j'ai le plus souvent la nausée à la fin des films et séries qui nous proposent ce genre de prototype. Comme je le disais dans mon épisode consacré à Xingzhe, on n'enlève jamais rien à une héroïne en lui
donnant un partenaire respectable, voire héroïque. Donc au final, Shen-Li pour moi c'est tout bon, non dans le cochon mais dans le poulet, et même si oui, on aurait pu avoir des scènes autrement plus dévastatrices sur le plan de la passion amoureuse, mais c'est pas grave, ça reste une histoire d'amour très belle et très touchante, un beau parcours d'héroïne et de héros aussi, avec une régalade de scènes tout du long, un joli voyage qui fait du bien dans un univers qu'on a du mal à quitter, comme il était difficile de quitter celui de Love Between Fairy and Devil, et qui, s'il ne remplacera en effet jamais la suite de Princess Agents, nous a donné une belle occasion de revoir les acteurs en interaction, et surtout offert de nouveaux persos à aimer et à shipper. Sur ce, je vous laisse en prévoyant de revenir vous parler d'autres Scientia, pas forcément tous bien heureux d'ailleurs. N'hésitez pas à me parler de votre scène préférée en commentaire si vous avez vu et aimé la série. Alors moi ça restera les lanternes, même si c'est torture de choisir tellement il y en a de belles et bonnes. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à très bientôt.